On va dire que oui. On commence. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être ici cet après-midi pour écouter l'histoire de Guillaume le Conquérant que je vais vous conter aujourd'hui. Donc, tout d'abord, voilà le personnage. Ah oui, oui. Ah, c'est bon. Oui. Ah, c'est bon. Et je vous mets également, pour suivre mon exposé, une carte qui vous présente les évolutions territoriales en France et en Angleterre suite aux différentes conquêtes de Guillaume le Conquérant. Donc tout d'abord, qui est Guillaume le Conquérant? Guillaume le Conquérant, il est né en 1027 à Falaise et il est mort en 1087 à Rouen. C'est un bâtard, ce terme est plutôt péjoratif puisqu'il renvoie au fait que le père de Guillaume le Conquérant, Robert Ier le Magnifique, qui est né en 1010 et qui est mort en 1035, est un noble qui a été duc de Normandie entre 1027 et 1035, et sa mère, Arlette de Falaise, est issue d'une famille petite bourgeoise, d'où le terme de bâtard qui est employé pour désigner Guillaume. Ce qu'il faut que vous ayez en tête, tout d'abord, c'est que quand Robert Ier le Magnifique hérite du duché de Normandie, eh bien, ce territoire est morcelé politiquement, dispose de frontières qui sont assez mal définies et est donc divisé en plusieurs seigneuries qui ont une fidélité fluctuante à l'égard de Robert Ier le Magnifique. Les origines du duché de Normandie, en réalité, le duché a été donné aux Vikings en 911, suite à la signature du traité de Saint-Clair-sur-Epte entre le roi capétien Charles le Simple et le chef viking Roland, R-O-2-L-O-N, qui s'est converti ensuite au christianisme, et suite à ce traité, donc, la Normandie passe sous domination viking. Et eh bien, Guillaume est empreint d'une double culture, viking et chrétienne. Et cette double culture est très importante pour comprendre son parcours politique. Bon. Ensuite, en 1034, son père, pour se faire pardonner un certain nombre de fautes qu'il a commises, il a eu un différend avec un archevêque, il a spolié l'église normande d'une partie de ses biens, il a trompé sa femme, et il avait assassiné son frère. Et bien, Robert Ier part en Terre Sainte, et il y meurt un an plus tard, en 1035. Et avant de partir, il ordonne la construction de plusieurs édifices religieux en Normandie pour se faire pardonner, et il exige notamment également de la part de ses vassaux
qui sont assez nombreux, que ces derniers prêtent serment à Guillaume, qui devient donc en 1035, à 8 ans seulement, duc de Normandie. C'est la zone rouge là. Oui, tout à fait. Là, vous avez la Normandie en 1035, c'est la zone rouge sur la carte qui va s'agrandir progressivement, puisque Guillaume, quand il affirme son autorité face aux divers seigneurs normands qui la contestent, eh bien, il va prendre un certain nombre de territoires à la suite de combats avec ces dix seigneurs. Et donc, à la mort de Robert Ier, Guillaume étant trop jeune, eh bien, c'est le comte Gilbert de Brionne, B-R-I-O-2-N-E, qui est un proche de son père, qui assure sa tutelle. Il devient un tuteur de Guillaume. Donc ça, c'est le contexte dans lequel ce jeune bâtard voit le jour. Par la suite, vers 1040, il s'affirme progressivement et c'est un homme qui est décrit dans les chroniques normandes, flamandes et anglaises. Quand on parle de chroniques, ce sont des textes qui sont écrits par des chroniqueurs, donc c'est un peu les journalistes de l'époque si vous voulez, même si c'est principalement des poètes ou des notables qui rédigent ce type de documents. Et donc dans ces chroniques, il est présenté comme valeureux, faisant preuve de piété et étant attaché à la paix civile. Et pour s'affirmer, il faut déjà qu'il purge le conseil ducal. Le conseil ducal, c'est l'organe de gouvernement de la Normandie qui, en 1035-1040, est dominé par les proches de son père. Et donc Guillaume souhaite secouer un peu le joug de ce conseil ducal et nommer ses propres conseillers. Donc il va s'y employer en les évinçant. Et dans le même temps, il va poursuivre la politique religieuse de donation débutée par son père. Et il va être très attaché à ce qu'on appelle la mise en œuvre des trêves de Dieu. La trêve de Dieu, c'est un concept qui a été créé par le pape et qui vise en fait à empêcher, dans une époque où les différents seigneurs féodaux et ecclésiastiques sont en guerre permanente, qui vise à apaiser les relations politiques et sociales entre ces derniers. Et Guillaume est très attaché à ça. Et donc, pendant cette période, eh bien, il va tenter de stabiliser son pouvoir avec l'aide de quelques proches. À partir de 1047, vous avez un événement très important dans sa vie qui se produit, qui est ce qu'on appelle la conspiration de Valesdune. Valesdune, c'est V-A-L-E accent grave S-Dune, comme les dunes, qui est une commune qui se situe dans le Calvados. Cette conspiration, elle est l'œuvre de deux personnages, le comte Guy de Brionne, qui n'a aucun lien avec Gilbert de Brionne, et le gouverneur du Cotentin, Néel, N-E accent aigu E-L,
et ces deux personnages, qui sont des proches de Robert Ier, eh bien, contestent l'autorité de Guillaume et le considèrent comme illégitime du fait de son statut de bâtard, et donc ils vont tenter de le renverser, donc ils mobilisent leurs armées, celles de leurs vassaux, dans le Cotentin, et ils marchent vers le château de Valognes qui est situé dans la Manche, et dans lequel se trouve Guillaume, qui est obligé de fuir à Poissy, à côté de Paris, et qui trouve refuge à la cour du roi de France, Henri Ier, qui règne de... La France, William, pour montrer où ça est. C'est le truc vert. Oui. Voilà, donc vous avez ici. Ça, c'est le territoire contrôlé par Henri Ier, qui règne de 1031 à 1060. Et donc Guillaume sollicite l'appui de l'armée du roi de France, et l'armée normande, et on va l'appeler comme ça, l'armée française, même si elle n'est pas, la France n'est pas unifiée à l'époque, contre-attaque et force Guy de Brionne à capituler, et celui-ci trouve refuge dans son château à Brionne, qui est situé dans l'Eure. Et donc, à la suite de cette victoire de Guillaume, Henri Ier le reçoit à Senlis, qui est une ville royale près de Paris, située dans l'Oise, et lui demande son soutien politique et militaire pour lutter contre le comte d'Anjou, qui s'appelle Geoffroy Martel. L'Anjou, c'est la partie orange que vous avez là. Et donc Martel, qui règne de 1040 à 1060, qui est allié à l'empereur Henri III, qui est empereur du Saint-Empire romain germanique. En gros, ça correspond à l'Allemagne, à la Belgique d'aujourd'hui. Et ces deux personnages, Geoffroy de Martel et Henri III, menacent un autre personnage important, le comte de Flandre. Donc la Flandre, c'est le nord de la... c'est situé en Belgique, dans le nord de la France et en Belgique actuelle. C'est la zone en vert, etc., que vous voyez en beige. Et donc, le comte Baudouin IV finit par reconnaître l'autorité de Guillaume, et lui négocie avec lui le mariage de sa fille, Mathilde de Flandre, qui est née en 1031, morte en 1083, avec Guillaume. Donc on a un rapprochement politique et économique entre la Normandie et le comté de Flandre. Le problème, c'est que le pape, Léon IX, conteste le mariage pour trois raisons. La première raison, c'est que la papauté considère à tort qu'il existe des liens de consanguinité entre Mathilde et Guillaume. La deuxième raison, c'est que le Baudouin IV, le comte de Flandre, est l'ennemi de l'empereur Henri III, qui est protégé par le pape Léon IX. Et donc, ces deux raisons principales font que le pape s'oppose au mariage, et les armées papales vont même jusqu'à attaquer la Normandie pendant
les négociations de mariage pour empêcher Guillaume de parvenir à ses fins. Bon, après négociation, les deux obtiennent ce qu'ils veulent. Le pape Léon IX cède et tout rentre dans l'ordre, du moins provisoirement. L'autre événement qu'il faut avoir en tête aussi, il se passe un peu plus au nord, en Angleterre. C'est la fameuse crise de succession anglaise de 1051-1052. Cette crise, elle vient du fait que le roi d'Angleterre, Édouard le Confesseur, qui règne de 1042 à 1066, janvier 1066, retenez bien cette date-là, n'a pas d'héritier. Sa femme est stérile, n'a pas d'héritier, donc se pose la question de la succession, sachant que le processus de succession est, quand il n'y a pas d'héritier, il est piloté, si on peut dire, par l'aristocratie anglaise, qui est en gros composée de familles comtales, donc des comtes, qui, en cas d'absence d'héritier, désignent le nouveau roi d'Angleterre. Le problème, c'est que Édouard le Confesseur n'a que faire entre guillemets, du protocole. Et il veut couper l'herbe sous le pied d'un certain nombre de familles comtales qui complotent dans son dos et qui cherchent à affaiblir, on va dire, à grands mots, l'autorité centrale en Angleterre, sachant que l'Angleterre de l'époque, c'est 2 millions d'habitants, Londres, ça fait 10 000 habitants, et c'est une situation politique et territoriale un petit peu similaire à celle du Royaume de France, avec des querelles seigneuriales qui empêchent le bon fonctionnement des institutions. Et il y a une des familles comtales anglaises qui conteste l'autorité d'Édouard le Confesseur, eh bien c'est celle qu'on appelle des Godwin. Alors Godwin, ça vient du scandinave, du norvégien et du suédois, puisque les Anglais, comme une partie des Normands, ont des origines scandinaves, puisqu'ils ont été occupés par les Vikings au 9e, 10e siècle. Et donc la famille Godwin, qui est notamment représentée par un monsieur qui s'appelle Harold Godwinson, eh bien conteste l'autorité du roi et cherche à peser dans le processus de succession. Et parallèlement dans le cadre de ce processus, Édouard est assez malin, puisqu'il dit moi, les comtes me cherchent d'époux, si vous me passez l'expression, et il envoie l'archevêque Robert de Canterbury, qui deviendra en anglais Canterbury, l'envoie en Normandie pour remettre un document griffonné sur lequel il est indiqué que Édouard le Confesseur place Guillaume dans la liste de ses potentiels successeurs. Et donc, à partir de ce moment-là, Guillaume se dit, j'ai tous les droits pour réclamer le trône d'Angleterre, même si ça n'est pas formalisé juridiquement. Ce sont des discussions entre Robert Canterbury et Guillaume, et cette fameuse lettre d'intention, si on peut dire, qui a été remise à Guillaume.
Et donc, à partir de 1052, Édouard le Confesseur négocie avec Harold Godwinson pour qu'il mette sous le boisseau ses prétentions politiques. Et à partir de ce moment-là, la situation s'apaise également en Angleterre. Cependant, Guillaume, il a fort à faire sur le continent parce qu'il est contesté. Bonjour. Bonjour. Parce qu'il tente de. Il doit affronter Geoffroy Martel, qui est toujours comte d'Anjou et qui, lui, tient à son territoire, ses privilèges. Et donc vous avez une série de batailles autour d'Alençon et de Domfront, donc qui sont en Anjou. Donc vers 1052, ce sont des sièges qui durent plusieurs semaines et Guillaume parvient à s'emparer de ces places fortes et à étendre son influence et son territoire en Anjou au détriment de Geoffroy Martel. Et sauf que Guillaume prend de plus en plus de place sur un plan politique et territorial. Sauf que ça ne plaît pas du tout au roi de France, Henri Ier, qui décide de lui couper l'herbe sous le pied et de l'attaquer. Vous savez, et à partir de ce moment-là, à partir de 1053-1054, vous avez une rupture qui se produit entre les deux hommes, puisque le roi de France n'accepte pas les prétentions territoriales de Guillaume, sachant qu'il faut ajouter à ça le mariage de Guillaume et de Mathilde en 1050, qui ne plaît pas du tout au roi de France, puisque par ce mariage, comme je l'ai dit, Guillaume se rapproche du comte de Flandre, qui lui joue sur les deux tableaux, puisqu'il entretient des liens très politiques et économiques très importants avec les Anglais. En gros, vous avez des moutons qui viennent d'Angleterre, qui sont achetés par les Flamands, qui utilisent la laine pour faire des draps, des broderies et autres, et donc Baudouin IV cherche à préserver ses intérêts normands et ses intérêts anglais. Ce qui ne plaît pas du tout à Henri Ier. Bon, néanmoins, pour Guillaume, la bonne nouvelle, c'est qu'il aura une descendance, puisque Mathilde lui offre 3 fils, dont le futur roi d'Angleterre, Guillaume le Roux, qui lui succède sur le trône d'Angleterre en 1087, et 4 filles. Donc il n'a pas de souci à se faire, lui, au sujet de la succession. Par la suite, en 1054, suite à cette nouvelle configuration politique et géopolitique, le roi de France rassemble ses vassaux qui viennent d'un peu partout, d'Anjou, d'Aquitaine, d'Auvergne, de Bourgogne, et il lance une grande campagne militaire contre Guillaume, qui, pour le faire court, réussit à battre l'armée française, enfin les armées royales coalisées, et il réussit même en 1057 à battre Henri Ier et Geoffroy Martel, qui, suite à la bataille de Varaville, et à partir de ce moment-là, le roi de France et Geoffroy Martel sont hors jeu, ils mourront tous les deux 3 ans plus tard. Par la suite, les appétits de Guillaume
ne sont pas rassasiés, puisqu'il décide de mettre la main en 1063 sur le Maine. Donc c'est pareil, toute cette zone orange que vous avez là autour du Mans, etc. Et là, encore une fois, Guillaume profite d'une crise de succession. Le fils du comte du Maine, Hubert II du Maine, il est trop jeune quand son père meurt, donc son père demande à ce que Geoffroy Martel, le comte d'Anjou, soit tuteur d'Herbert II du Maine. Et quand Herbert II du Maine acquiert sa majorité, il dit à Guillaume: je suis prêt à te céder mon territoire. Ce qui ne plaît pas du tout à Geoffroy Martel, mais Guillaume prépare sa campagne militaire en 1062. Elle est lancée un an plus tard, et eh bien, il parvient à contrôler totalement le Maine. Donc cette campagne militaire, pour le dire simplement, c'est une succession de chevauchées, c'est-à-dire des raids qui sont faits dans la profondeur du territoire du Maine, et qui visent en réalité à piller le territoire, terroriser la population. Vous avez les récoltes qui sont pillées, les champs qui sont brûlés, les femmes qui sont violées, les hommes qui sont massacrés. Enfin, c'est littéralement une caractéristique de l'art militaire médiéval que l'on retrouvera également au cours de la guerre de 100 ans. Et bon, suite à cette campagne, Guillaume soumet militairement et politiquement le Maine. Il faut dire que les alliés locaux de Geoffroy de Martel, en réalité, n'étaient pas très solides d'un point de vue militaire, et donc Guillaume a remporté la décision assez rapidement. Un an plus tard, en 1064, vous avez Harold Godwinson qui reçoit une demande de la part d'Édouard le Confesseur. Celui-ci lui dit: je te donne le statut d'ambassadeur et je te charge d'aller mener des discussions dont nous ne connaissons pas la teneur, probablement sur la question de la succession, avec Guillaume. Et donc, Harold prend la mer et se rend en Normandie. Sauf que, entre-temps, quand il débarque sur le littoral français, il est capturé par le comte de Ponthieu. Le Ponthieu représente aujourd'hui la Picardie. Il est capturé et le comte de Ponthieu le livre à Guillaume. Et Guillaume le contraint, comme Harold est un prisonnier politique, c'est un diplomate prisonnier politique, Guillaume le contraint à lui prêter serment d'allégeance. Ce que fait à contre-cœur Harold, qui n'a qu'une seule idée en tête: obtenir la couronne d'Angleterre. Et donc, suite à ce serment d'allégeance, qui, élément très important, n'est pas juridiquement contraignant, puisqu'il est prêté sous la contrainte. Suite à ça,
Harold accepte de mobiliser une partie de son armée privée au service de Guillaume dans une campagne en Bretagne en 1064. On arrive à la fin de l'hiver 1065-1066, et là vous avez un autre personnage très important qui va intervenir dans notre histoire, c'est le roi de Norvège, Harald Hardrada, donc H-A-R-D-R-A-D-A, qui donc a des origines vikings, et comme tout bon Scandinave qui se respecte, et qui lui aussi va s'appuyer sur un vieux traité dont on n'a pas retrouvé de traces, revendiquant lui aussi la couronne d'Angleterre. Et eh bien, au lendemain de la mort d'Édouard le Confesseur, en janvier 1066, le Witan, c'est-à-dire l'assemblée des clercs et des notables britanniques, quand on dit notables, c'est surtout des aristocrates, les fameux comtes anglais dont je vous ai parlé précédemment, eh bien, sacre Harold, qui devient roi d'Angleterre et qui est couronné, qui est sacré à l'abbaye de Westminster. Apprenant cette nouvelle, qui n'est pas une surprise pour lui, puisque Guillaume avait bâti un solide réseau de renseignements pour savoir ce qui se passait à la cour anglaise. Il avait même, dit-on, négocié avec Harold quand il le voit en 1064, pour que celui-ci soit son officier de renseignement à la cour anglaise. Eh bien, il a compris que Édouard le Confesseur était mort, et donc il estime que le trône doit lui revenir. Donc il est furieux quand il apprend que Harold a été couronné à sa place, et donc il décide à partir de ce moment-là de planifier l'invasion de l'Angleterre. Et donc pour ça, il faut mobiliser des hommes, du matériel militaire, des bateaux, de la logistique. Donc c'est un processus de planification militaire qui est quand même compliqué, qui prend du temps, et parallèlement à ça, il faut une justification politique pour envahir l'Angleterre. Et il la trouve auprès du pape Alexandre II, qui règne de 1060 à 1073, et qui, lui, est un légitimiste, c'est-à-dire que il dit: Monsieur le Duc, vous voulez envahir l'Angleterre, pas de problème, mais il faut me trouver une validité juridique à cette invasion. Et donc la validité, pour moi, pape, c'est que vous participiez à la réforme du clergé anglais qui a des origines païennes. Les Anglais ne sont pas chrétiens puisqu'ils ont des origines vikings. Le seul grand chrétien à l'époque, c'était Édouard le Confesseur, qui s'est converti au christianisme et qui était appelé ainsi parce qu'il pardonnait à beaucoup de ses sujets. Et donc, une fois l'argument de la guerre juste
avalisé par Alexandre II, eh bien, Guillaume peut poursuivre les préparatifs d'invasion de l'Angleterre. Et donc, il rassemble un corps expéditionnaire de dont le volume est estimé à 7 à 8 000 soldats, dont 1000 à 2000 cavaliers, qui est fin prêt à l'automne 1066 à franchir la Manche pour se rendre en Angleterre. Problème, la météo est capricieuse. Quand il est sur le point de s'embarquer avec son corps expéditionnaire, une violente tempête frappe les côtes normandes, ce qui fait que l'embarquement doit être décalé d'une journée. Il attend, il râle un peu, il est situé, le corps expéditionnaire est situé dans un camp retranché à Dives-sur-Mer, et donc les soldats qui sont payés pour faire cette mission-là et qui après seront démobilisés, parce que payer à l'époque ça coûte cher, donc on n'a pas de système d'armée permanente, donc les soldats râlent un peu, mais bon, faut laisser le temps revenir à la normale, si je puis dire, et il part le lendemain en octobre 66, et parallèlement à ça, en réalité, il y a déjà la guerre sur le front anglais, puisque début septembre 66, vous avez l'armée norvégienne d'Harald Hardrada, on va l'appeler Harald, ça sera plus simple, qui débarque dans le nord de l'Angleterre, à York, et Harold est un peu embêté, parce qu'il a bien compris que Guillaume allait envahir l'Angleterre par le sud. S'il a deux invasions à gérer en même temps, ça va être compliqué, avec des forces anglaises qui sont solides, mais qui sont pas très nombreuses, bien que vous ayez une marine anglaise qui compte pour 700 vaisseaux, ce qui est quand même significatif, et ce qui aurait permis d'ailleurs à Harold, s'il n'y avait pas eu la fameuse tempête, d'empêcher le débarquement de Guillaume, en faisant ce qu'on appelle des opérations d'interdiction navale. Donc en gros, vous bloquez la flotte d'invasion dans la Manche. Eh bien, sauf que là, Harold ne peut pas le faire, donc il est contraint d'agir sur le front. Donc il envoie précipitamment un contingent militaire qui est défait lors de la bataille de Fulford, Fulford, le 20 septembre 1066, donc c'est une victoire norvégienne. Bon, sur cet épisode-là, on n'a pas de chiffres précis sur les effectifs engagés et perdus des deux côtés. Par la suite, l'armée d'Harold se ressaisit et défait celle d'Harald à la bataille de Stamford Bridge, donc située dans le nord. Stamford Bridge.
le nord, Ici. le nord de l'Angleterre. Donc là aussi, on a malheureusement un problème de chiffrage des effectifs de part et d'autre. Et au cours de cette bataille de Stamford Bridge, l'armée d'Harold parvient à tuer le roi de Norvège et Harold tue aussi un de ses frères, Todzi, qui était passé côté norvégien. Le 28 septembre 1066, le soleil est à nouveau revenu sur la Manche et le corps expéditionnaire normand quitte par bateau d'If-sur-Mer, arrive le lendemain dans le Sussex, donc dans le sud de l'Angleterre, et arrive dans le port d'Hastings. C'est là. Dans lequel l'armée normande, qui est accompagnée de contingents mercenaires picards et flamands, et bretons, picards, flamands, bretons, établit un camp fortifié. Et donc lance ensuite des reconnaissances offensives dans la campagne anglaise pour voir s'il n'y a pas des unités anglaises qui sont présentes dans la zone. Quelques mots sur la composition militaire des deux armées. Vous avez donc une armée normande qui est composée de 3 types de combattants. Les cavaliers, donc entre 1000 à 2000, qui sont dotés chacun d'une longue lance, d'une longue épée, d'un grand bouclier, et qui constituent l'élite de l'armée ducale. Les archers qui combattent à pied, qui n'ont pas de code de maille ou autre protection très importante pour leur permettre de gagner en mobilité, et qui utilisent des arcs qui peuvent tirer des flèches jusqu'à 50 mètres. Et le troisième type d'unité, ce sont des hommes d'armes qui combattent à pied, qui sont dotés d'une lance, d'un bouclier et d'une épée. Le 1er ou 2 octobre 1066, Harold étant mis au courant du débarquement normand, décide précipitamment de quitter le nord de l'Angleterre avec sa garde personnelle qu'on appelle les House Carls. House comme house en anglais et Carls C-A-R-L-S qui a donné en anglais moderne House Guards par la suite. Ces House Guards sont des soldats professionnels, des soldats d'élite, très bien équipés, très bien entraînés et très fidèles à Harold, puisqu'ils sont chargés de sa protection. Donc il part avec cette unité d'élite. Et parallèlement à ça, il demande à ses frères, donc d'abord il fait un stop à Londres, et il demande à ses frères sur le chemin qui les sépare de Stamford Bridge et de Londres, et il demande à ses frères de faire de la levée en masse de ce qu'on appelle le Fyrd, c'est-à-dire ce sont des paysans qui deviennent des conscrits parce qu'ils doivent 2 mois de service militaire par an au roi d'Angleterre, et ces unités du Fyrd, eh bien, elles sont peu entraînées, assez mal équipées. Pour leur équipement, on a des clubs de fer, des fourches à foin et des frondes. Donc autant dire que face à l'armée, face à la cavalerie normande ou aux hommes d'armes normands, ça va être
ça va être compliqué. Et donc les Anglais lèvent des troupes, ils les rassemblent, et Harold va tenter de rentrer en force dans le camp fortifié de Guillaume à Hastings, sauf que grâce à son service de renseignement, il a détecté les mouvements des éclaireurs anglais et il les met en déroute. Vous avez une escarmouche à proximité du camp de nuit qui les met en déroute. Et donc ensuite, tout est en place des deux côtés pour la fameuse bataille d'Hastings le 14 octobre 1066. Quelques mots rapides sur le déploiement des deux armées. Harold, qui donc a une armée qui est composée, donc je l'ai dit, des Housecarls et des troupes du Firth, la place c'est 8000 hommes environ sur une colline à 10 km d'Hastings. Les troupes anglaises sont placées en ligne. Vous avez plusieurs lignes d'archers cachées derrière des grands boucliers en bois très solides, donc qui peuvent stopper les flèches adverses. Et vous avez le corps du roi d'Angleterre protégé par les Housecarls. Précision importante, Harold n'a pas de cavalerie lourde. Les Housecarls se déplacent à cheval, mais il n'a pas de cavalerie lourde très bien protégée. En contrebas, vous avez l'armée de Guillaume, avec Guillaume et ses cavaliers au centre, et sur les flancs, les cavaliers picards, flamands et bretons. À ça, il faut également ajouter les archers qui sont donc en première ligne pour casser le dispositif anglais. Derrière, vous avez les hommes d'armes qui sont à pied, et ensuite vous avez les cavaliers sur les ailes comme au centre. Et donc ensuite le déroulement d'une bataille présentée par les chroniqueurs et l'historiographie moderne comme une bataille décisive. Donc vous avez d'abord les archers normands en première ligne qui tirent sur leurs homologues britanniques, qui sont protégés par leurs boucliers et surtout la surélévation de la colline sur laquelle ils se trouvent. Donc vous avez peu de dégâts qui sont causés côté anglais. Ensuite, vous avez un mouvement de la cavalerie flamande, picarde et bretonne qui se fait laminer par les Anglais parce qu'ils sont touchés par les archers, donc ils refluent. Harold, voyant qu'un trou s'est ouvert sur les flancs du dispositif de Guillaume, eh bien, lance aussi les hommes du Firth à l'assaut du dispositif, sauf que eh bien, ils sont écrasés parce que Guillaume fait ce que l'on appelle en termes tactiques une retraite feintée, qui feint de se replier pour entraîner une poursuite, et ensuite il brise la dite poursuite en encerclant et en massacrant les troupes du Firth. Donc, résultat des courses, Harold a perdu ses deux ailes, il ne reste plus que son centre, et Guillaume le met échec et mat, si on peut dire,
en enfonçant son centre grâce à sa cavalerie. Les Oscars ne sont pas, bien qu'ils soient vaillants, ne sont pas assez nombreux pour repousser les assauts de la cavalerie normande, et Harold est tué. Alors, les chroniqueurs ne sont pas très précis sur le sujet, soit par une flèche tirée par un archer normand, soit par une estocade donnée par un cavalier de Guillaume, et Harold meurt sur le champ de bataille, et suite à sa mort, les restes de l'armée anglaise se débandent. Donc, victoire décisive obtenue en une journée de la part de Guillaume, qui ensuite se ressaisit, rassemble ses hommes, soigne ses blessés, enterre ses morts et décide de se lancer à l'assaut de Londres. Donc entre octobre et décembre 66, vous avez une armée normande qui progresse en direction de Londres pour s'emparer de la capitale, la piller et permettre à Guillaume de monter sur le trône d'Angleterre. Durant cette période, il parvient à récupérer des soldats anglais qui changent de camp, sachant qu'à Londres, le Vitan a désigné comme successeur à Harold un autre personnage qui s'appelle Edgar Earthling. Earthling, E-R-T-H-L-I-N-G, et qui est nouveau roi contesté d'Angleterre, et qui lui rassemble ses forces pour protéger Londres. Vous voyez quand même la capacité des deux belligérants à reconstituer rapidement leur potentiel offensif ou défensif dans le cadre d'une campagne militaire extrêmement mouvante. Bon. Guillaume arrive à Londres début décembre, il met le siège devant la ville, et puis au bout de quelques semaines, les portes lui sont ouvertes, il rentre à Westminster, et le 25 décembre 1066, il est couronné roi d'Angleterre. Première décision qu'il prend, conserver le cadre législatif établi, défini par Édouard le Confesseur. Première mesure. Deuxième mesure, donc ça ne pose pas de problème aux bourgeois, pas tellement de problème aux bourgeois anglais. Deuxième mesure, beaucoup plus impopulaire auprès des paysans et de la bourgeoisie urbaine, augmenter les impôts. Et rien n'a changé. Rien n'a changé. Et à partir de là, eh bien, la révolte gronde. La famille d'Harold, sa mère, ses frères, ses fils, vont rassembler des forces dans le nord de l'Angleterre pour préparer un nouvel affrontement avec l'armée anglo-normande. Pourquoi je dis armée anglo-normande et non plus seulement armée normande? C'est parce que, comme je l'ai indiqué, Guillaume est parvenu à rallier un certain nombre de seigneurs anglais à sa cause, et il a placé à la tête du gouvernement britannique, anglais à Londres, un certain nombre de proches issus soit des rangs de l'aristocratie anglaise pro-normande, soit issus
de l'aristocratie normande. C'est pour ça qu'on emploie ce terme-là. Et donc, en 1067, pensant que la situation est stabilisée, il rentre en Normandie, sauf qu'il est obligé de retourner en Angleterre un an plus tard, en 1068, et commence entre cette date et 1072, c'est quand même assez long, 4 ans, la conquête et, entre guillemets, la pacification par le fil de l'épée de l'Angleterre par Guillaume le conquérant, qui fait face à la famille d'Harold, qui s'est retranchée notamment dans un château situé dans la province d'Exeter, que vous voyez peut-être sur la carte. Oui. Donc ce château-là, eh bien, il fait l'objet d'un long siège, 18 jours, c'était quand même très très long. C'est un siège très difficile, vous avez beaucoup de morts et de prisonniers des deux côtés, et à partir donc le siège débute en fin février et se finit en mars 1068. À partir de ce moment-là, la mère d'Harold et ses fils fuient en Irlande pour continuer la lutte. En mai 1068, Mathilde est couronnée reine d'Angleterre, et durant l'été, élément important, l'un des fils d'Harold, qui s'appelle Godwin, qui est réfugié en Irlande, va mener de manière infructueuse une tentative de débarquement naval sur les côtes, la côte anglaise, pour s'emparer de quelques abbayes et de leurs précieuses reliques qui peuvent lui permettre de salarier ces hommes. Et Guillaume repousse ces tentatives de débarquement, et à partir de ce moment-là, on entre dans une période que les historiens anglais, et que les chroniqueurs anglais de l'époque et les historiens anglais du XXe siècle et du XXIe ont appelé la Grande Dévastation. C'est-à-dire que Guillaume va mettre à feu et à sang le nord de l'Angleterre et l'Écosse pour soumettre ces territoires à son autorité. Donc je vous passe sur les différentes offensives, contre-offensives. Résultat, c'est quand même un massacre des deux côtés, mais chacun des belligérants parvient encore une fois à reconstituer rapidement son potentiel militaire, et ça leur permet de tenir jusqu'en 1070. À partir de 1070-1071, vous avez les Danois qui rentrent à nouveau dans le jeu et qui tentent aussi
conduire des opérations de débarquement dans le nord de l'Angleterre, mais elles sont repoussées par les armées anglo-normandes. Et eh bien, à partir de 1072, donc la dernière année de la conquête anglaise, l'armée anglo-normande pénètre en Écosse et tente de soumettre ce territoire. Et à l'époque, elle fait face à une armée anglaise dirigée par Edgar Atheling, dont je vous ai parlé précédemment. Et au bout de quelques mois, celui-ci a bien compris que l'armée anglo-normande était supérieure. Donc il finit par jeter l'éponge, si vous passez l'expression, et il décide de partir en exil dans les Flandres. Et eh bien, son départ signe l'achèvement de la conquête de l'Angleterre par Guillaume. Et enfin, dernière grande période de la vie du conquérant, celle qui s'étend de 1073 à 1087, qui est une période de fin de règne qui est compliquée, puisque en 1073, Guillaume rentre en Normandie, il doit affronter le comte Foulques IV d'Anjou, toujours les comtes d'Anjou qui contestent son autorité sur le Maine. Et le comte d'Anjou bénéficie d'un appui de taille, celui du roi de France, Philippe Ier, qui règne de 1060 à 1108, donc qui est le successeur d'Henri Ier. Et eh bien, le roi de France, malin, offre son soutien à Edgar Atheling, le prétendant au trône d'Angleterre, qui, pour rappel, réside en Flandre depuis 1072. Et donc il lui propose de rejoindre la coalition franco-angevine, sauf que Atheling il dit moi j'ai plus de moyens militaires, j'ai plus de moyens financiers, j'ai ma cour qui se trouve en Flandre, mais voilà, je ne souhaite pas participer à une nouvelle campagne militaire contre Guillaume. Et donc en 1074, il normalise ses relations avec Guillaume, et la relation entre les deux hommes s'apaise. Furieux de ce refus de participer à la coalition franco-angevine, Philippe Ier et le comte d'Anjou incitent certains seigneurs bretons à se rebeller contre Guillaume. Je rappelle que à l'issue de la campagne de Bretagne en 1064, Guillaume est parvenu à rallier une partie des seigneurs bretons à sa cause, qui ont d'ailleurs joué un rôle important, comme je vous l'ai expliqué, dans la bataille d'Hastings. En 1077, Guillaume, ayant vent de la révolte bretonne, décide de la mater par le fil de l'épée, sauf qu'il perd à Dole de Bretagne. Son armée est mise en déroute, c'est l'une des plus
grande défaite que son armée est connue depuis certains revers dans le cadre de la campagne d'Angleterre. Et à cela s'ajoute un autre problème familial, c'est qu'un an plus tard, son fils Robert, pour des raisons de prestige politique, se rebelle contre son père. Donc le conquérant est quand même très affaibli, et notamment sur un plan politique. Et le problème, c'est que son fils Robert s'allie avec Philippe le roi de France, Philippe Ier, qui contrôle le Vexin français, la région de Mantes-la-Jolie, ça aujourd'hui, bon, et territoire sur lequel Guillaume veut mettre la main. Et Guillaume subit une nouvelle défaite face à son fils. Et néanmoins, ça n'empêche pas les deux hommes de se réconcilier un an plus tard. Et autre revers, cette fois personnel pour Guillaume, en 1083, Mathilde, la première reine normande d'Angleterre, meurt. Et donc, cela, quand on lit un petit peu ce que disent les chroniqueurs normands, ça affecte profondément Guillaume. Et par la suite, en 1087, Guillaume va faire un acte administratif important, puisqu'il va commander la rédaction de ce qu'on appelle le Domesday Book. Alors c'est un peu paradoxal parce que Doomsday en anglais, ça veut dire le jour de l'apocalypse. Mais le Doomsday Book, c'est un recueil qui recense tous les biens matériels de l'Angleterre, le nombre d'habitants, le nombre la taille des forêts, le nombre de bovins, le nombre de maisons, le nombre de villages, etc. etc. C'est ce qu'on appelle un livre de recensement. C'est le premier livre de recensement de l'histoire, donc qui est commandé par Guillaume. Bon. Et enfin, dernier élément important de la vie du conquérant, en juillet 1087, il mène une dernière fois au combat son armée contre l'armée du roi de France, Philippe Ier, dans le Vexin français, et il lance notamment une chevauchée sur la ville de Mantes-la-Jolie, qui est aujourd'hui située à la frontière, oui, dans le Vexin. Et au cours de cette chevauchée, eh bien, Guillaume, qui souffre d'obésité, il est atteint, vraisemblablement, si on croit les chroniqueurs, par une flèche qui le blesse mortellement. Donc il est évacué vers une église transformée en hôpital de campagne très sommaire, et cette église se trouve à Rouen. Et malgré
les soins prodigués par les différents médecins. À l'époque, on fait, comme vous le savez, beaucoup de saignées. On pense que les effusions de sang permettent de soigner les malades, les blessés. Et ben, suite à de multiples saignées, Guillaume meurt et eh bien, il est ensuite enterré à l'église des hommes de Caen, et son fils, donc Guillaume Leroux, lui succède sur le trône d'Angleterre. Donc ainsi s'achève la vie trépidante et très agitée, très riche de Guillaume le Conquérant. Je vous remercie infiniment pour votre attention. J'espère ne pas avoir été trop long et trop technique, et je me tiens à votre disposition pour répondre à vos questions. Bravo. Bah, il a tellement parlé qu'on n'a plus de questions presque. Hein. Oui. Je voulais savoir si Guillaume le Conquérant était viking. Il a des origines vikings, oui. Oui, oui. De Roland. Alors, par son père, mais effectivement, Roland jouait un rôle important dans la constitution du territoire normand, puisque c'est lui qui, comme je l'ai dit, négocie le traité de Saint-Clair-sur-Epte avec Charles le Sage, et suite à ce traité, Roland épouse une Rouennaise et se convertit, qu'il a capturée, une femme qu'il a capturée durant un raid, et il se convertit au christianisme et il devient ensuite seigneur normand. Donc oui, Guillaume a des, comme je l'ai dit dans le propos introductif sur son enfance, il a des origines vikings et des origines chrétiennes, ce qui lui donne cette double identité sur laquelle il s'appuiera tout au long de sa vie. Et le drapeau de Normandie, ça représentait un lion. C'était son symbole à lui. Les léopards. De lion, enfin, Les léopards. ça représente quoi? Est-ce que ça représente lui ou c'était avant lui? Ou après, moi, je sais pas. Écoute, là, Là, je te pose une colle. tu me poses une colle, petit mot, puisqu'on est dans les symboles, petit mot sur la tapisserie de Bayeux. C'est une tapisserie qui a été conçue après sa mort. Je n'ai plus la date exacte, vous m'en excuserez, mais qui représente la conquête anglaise. Et voilà, c'est quand même une pièce symbolique et significative de cette histoire normande, mais il faudrait voir avec peut-être un spécialiste de la héraldique pour voir à quoi correspondent les léopards sur le drapeau normand. En fait, le drapeau normand, il a été créé bien plus tard, au XIIIe siècle. D'accord. Bien après le règne de Guillaume le Conquérant. Ah, alors c'est pas lui. Merci Florence pour
la précision. C'est des léopards. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'aller à 8 à 10 km à l'ancienne abbaye de Greta? Non, ça me... Alors, il y a une plaque, on dit que la Arlette, la mère de Guillaume, est enterrée là. D'accord. Alors, vous pourriez appeler Nicolas Wagner, le président, je pourrais vous donner son numéro personnel, qui a toute l'histoire et qui a, il a tous les plans. Et donc, Arlette, la mère de Guillaume, serait enterrée à Greta. D'accord. Hein? Oui, oui, oui. Il y a une stèle qui est écrite en vieux franc. J'adore le j'ai mais c'est après la sortie d'Enfer, en allant vers l'heure, vous savez, ma petite figure. Mais ce serait bien que vous y alliez voir. Excusez-moi, bonjour monsieur. Oui. Là-bas. Guillaume le Conquérant a monté un qui en France, non, en Angleterre. Il est né après, Oui. mais il est mort à Arlon. Oui, 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 tout à fait. Et il a été duc de Normandie. Mais Roi d'Angleterre. Et roi d'Angleterre. Alors, il a Ça, ça, vous savez, la question de la nationalité, à l'époque, elle ne se pose pas. Le concept de nationalité tel qu'on l'entend aujourd'hui, il a été défini au XIXe siècle. Donc à l'époque, c'est plus une appartenance territoriale, si vous voulez, qu'une question de nationalité. Vous pouvez aussi dire que Guillaume a du sang angevin, puisqu'il a été, il a contrôlé le Maine et une partie de l'Anjou. Donc c'est compliqué à dire. En tout cas, une chose est sûre, c'est que dans la mémoire anglaise, telle qu'elle est transmise par les chroniqueurs ou même par les historiens actuels, il y a un peu un aspect fascination-répulsion. C'est-à-dire que les Anglais voient que c'est un conquérant qui a contribué à créer la nation anglaise et à la christianiser. J'en ai pas parlé, mais on peut évoquer aussi sa politique religieuse, c'est-à-dire que Guillaume a complètement refondé le clergé anglais, l'a purgé de ses éléments païens, etc., à la demande du pape Alexandre II, et en même temps, c'est un repoussoir à cause de la grande dévastation dans le nord de l'Angleterre entre 1068 et 1072, qui constitue, quand on lit un petit peu, j'ai eu l'occasion de le faire à travers l'ouvrage de David Barthes, qui est un historien anglais, qui a écrit une très bonne biographie de Guillaume le Conquérant, des Anglais qui ont été traumatisés par cette période-là, parce que ça a été véritablement une succession de massacres, de pillages. Bon. Il le voit comme un envahisseur, en gros. Il le voit effectivement un peu comme un envahisseur, et surtout comme un homme qui n'est pas grand diplomate. Et je disais qu'à l'époque, les chroniques le présentent comme pieux et attaché à la paix sociale. On ne peut pas dire que la grande dévastation symbolise ce désir de paix sociale, même si il a réussi à se ménager une partie des élites anglaises. Mais il y a des choses, je vous ai passé un certain nombre d'épisodes de la grande dévastation, mais il y a des choses malheureuses, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il lance
une offensive sur la ville d'York, qui est tenue par des milices bourgeoises. Et en fait, il dit pour aller plus vite, on va incendier la ville. Sauf qu'il touche ses archers ciblent la cathédrale d'York qui part en fumée. Elle est fabriquée en bois et ça part en fumée. Et il y a eu des choses après. Les Anglais se sont assez mal comportés aussi. Les fils d'Harold ont été très, très violents, et quand ils menaient des contre-offensives, ils s'arrangeaient pour isoler les garnisons anglo-normandes, et une fois qu'elles étaient isolées, ils saisissaient le châtelain, sa femme et ses enfants, et ils les rançonnaient, et si la rançon n'était pas payée, ils étaient égorgés ou décapités. Donc voilà, c'est pas... Lesquels étaient les plus violents entre les Vikings et les Normands? Quand on parle de dévastation, parce que les Vikings aussi, c'était pas des... Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Bon, vous savez, il est compliqué de distribuer les bons ou les mauvais points. Le sujet, c'est que en général, les raids vikings avaient un but, c'était un but financier, et les raids, les chevauchés de Guillaume ont un but politique, et surtout un but psychologique, comme je l'ai dit, terroriser la population pour la soumettre. Et cette dynamique, cet outil de la chevauchée sera utilisé aussi pendant la guerre de 100 ans. Je vous renvoie à la fameuse chevauchée du prince noir, Édouard, le prince anglais, qui en 1355, je crois, ravage la Normandie. Il débarque à Honfleur, il me semble, et il ravage la Normandie pour amener le roi de France, Jean le Bon, à entrer en négociation. Et en fait, Édouard ne lui laissera pas le temps, puisque Jean le Bon, comme vous le savez, sera capturé à Poitiers, retenu en otage dans la tour de Londres, et il faudra de longues années de négociations pour obtenir sa libération. Donc, pour répondre à une question sur le degré de violence, moi je l'attribue à personne. Je regarde les faits tels qu'ils sont, et en plus on a la problématique des chiffres qui se posent aussi. Donc voilà, c'est compliqué. Vous pourriez nous dire à quel moment la Normandie est rentrée dans le patrimoine français, en quelque sorte? Dans l'orbite du roi de ce qu'on appellerait le roi de France, en réalité 911, le fameux traité de Saint-Clair-sur-Epte, où en fait Roland accepte, parce que son armée est épuisée. Ce qu'il faut bien voir en 911, c'est que les deux armées sont épuisées. Et donc Roland accepte de se convertir au christianisme, prêter serment à Charles le Sage, et à partir de ce moment-là, il devient seigneur de Normandie, et ça rentre effectivement dans le patrimoine territorial, on va dire, français, même si, comme vous l'avez bien vu, il y a toujours des querelles seigneuriales, et les deux grands rois de France de l'époque,
de Guillaume n'ont jamais accepté que la Normandie est une forme d'autonomie politique et administrative vis-à-vis de Paris, vis-à-vis du roi de France. Donc voilà. D'autres questions? Mais c'est pendant la guerre de 100 ans, plus tard, je veux dire, pendant la guerre de 100 ans, que la Normandie a été rapatriée et rentrée comme territoire français, puisque là on a un duc, il est duc de Normandie et roi d'Angleterre. Et à quel moment la Normandie, plus tard, sera retournée à la France? Je pense effectivement que vous avez raison de le dire, pendant la période de la guerre de 100 ans. Après, faudrait regarder précisément le comportement du territoire et des élites normandes durant ce conflit, mais encore une fois, la guerre de 100 ans, c'est une guerre interétatique entre la France et l'Angleterre, mais c'est aussi une guerre civile. Donc vous avez des alliances qui sont fluctuantes, vous avez une présence anglaise qui évolue, notamment sur le réseau d'espionnage qui est important à savoir aussi, c'est que pendant la période de Guillaume et pendant la période de la guerre de 100 ans, beaucoup de moines normands font du commerce avec l'Angleterre. Donc ils ont à la fois espions anglais et français. Vous avez notamment, à l'époque de Guillaume, l'abbaye de Fécamp, qui est un élément central de son dispositif de renseignement face à l'Angleterre, et en réalité il gagne à Hastings grâce au renseignement, parce qu'il a tout anticipé, il a réussi par soudoiement à infiltrer la cour anglaise, et donc il sait ce qui s'y passe. Harold aussi, sauf que Harold, quand il envoie des agents de renseignement en Normandie, ils sont capturés et ils sont exécutés par Guillaume. Donc vous avez cette situation-là. Mais toujours est-il que voilà, il faudrait regarder le comportement de la Normandie durant la guerre de 100 ans, mais je suis pas spécialiste de cette géographie politique-là pour... Je voulais vous demander aujourd'hui, les Anglais vénèrent-ils Guillaume le Conquérant? Comme je l'ai dit à l'un des invités précédemment, le sentiment anglais vis-à-vis de Guillaume le Conquérant, c'est fierté parce qu'il contribue à sortir l'Angleterre de la sphère d'influence viking, et peut-être pas dégoût, mais peut-être pas rejet non plus, mais une forme de rancœur vis-à-vis du comportement normand en Angleterre, notamment la période de la grande dévastation. Donc voilà. Mais toujours est-il que c'est un sujet pour peut-être
répondre à votre question, qui par contre préoccupe beaucoup les Irlandais, parce que les Irlandais ont été aussi touchés par les offensives normandes, et eux n'étaient pas du tout satisfaits d'être conquis par Guillaume. D'ailleurs, l'Irlande résiste jusque dans les années 1080 à l'influence normande. Les dernières poches de résistance anglaise se trouvent en Irlande. Donc vous avez cette... là pour le coup, on a un rejet de la présence normande en Irlande. Et d'ailleurs, ça va poser au moment du millénaire de la naissance de Guillaume en 2027, la question de savoir comment se comportent les Irlandais. Est-ce qu'ils font... comment est présenté l'événement? Est-ce que ils le présentent comme les Anglais, ou au contraire, est-ce qu'ils le présentent comme une humiliation et une perte de leur identité? Excusez-moi, savez-vous pourquoi, je voudrais savoir, la tapisserie de Bayeux, pourquoi est-elle partie à Angleterre? Ça fait partie de C'est Macron qui l'a envoyé. ça fait partie de ce que l'on appelle la diplomatie culturelle, qui est pratiquée par la France et d'autres pays depuis des années, et qui permet de cultiver les échanges, les liens culturels entre différents pays. Le problème, et vous en avez sans doute entendu parler, c'est que un média comme la Tribune de l'Art s'est opposé de toutes ses forces au transfert de la tapisserie à Londres, parce que en réalité elle est intransportable. Et le sujet... Qui va payer la restauration? Le sujet très... le sujet très politique, c'est que en réalité des conservateurs du musée de Bayeux, le responsable de la direction régionale des affaires culturelles se sont opposés à cette décision, et le conseiller culture du président de la République était d'ailleurs aussi opposé à ça, et le président a passé il a décidé tout seul. A passé outre. Et donc toute la question, c'est je suis tout à fait d'accord avec madame, si elle est abîmée, qui va payer? C'est toute la question. Je doute que peut-être qu'il y aura un accord à l'amiable. Le Premier ministre Starmer et le président Macron s'entendent très bien, donc peut-être qu'il y aura un accord bilatéral, mais voilà, ça va être compliqué. Merci monsieur. Je vous en prie. Mais c'est joli la tapisserie de Bayeux. Mais j'ai visité moi la tapisserie de Bayeux. Et justement, j'avais un nœud de guide avec moi qui expliquait à peu près comment était la... Je commence à avoir sérieusement mal. Comment vas-tu, ma petite? Ça allait très bien, mais de sera plus comme ça. Arlette, la mère de Nice, mais cette équipe à Greta, il y a une que j'avais en Et pour répondre à votre question sur le temps de préparation,
C'est quelques mois de travail. Parce qu'il faut trouver les sources. Il n'y en a pas 36 000. En gros, vous avez les chroniques, vous avez le livre de départ qui est plutôt bien fait, et vous avez quelques publications archéologiques, donc des équipements, des armes, etc. Et après, voilà. Vous avez peut-être lu de la bibliographie anglaise qui a fait traduire. Oui, oui, j'ai lu également des papiers en anglais. Voilà. Enfin, c'était très bien, bon, merci beaucoup, c'était très très bien. Alors là, c'est qui là qui passe? C'est papa qui a fait un vol en fougue à magistère. Là, c'est comment il s'appelle là, le pilote de film là. Ah, Top Gun. C'est Top Gun. C'est Top Gun. Ah oui, oui. Mais le son. Attendez, et restez assis. Ça passe, ça reste une heure. Hein. Pas le temps, hein. Mets-le un peu. C'est ses petits, hein. Non, mais reste assis. On passe le Top Gun. N'oubliez pas, Michel, il passe, mon fils Pascal passe Top Gun. Il y a Top Gun, hein. Et oui. Le cadeau de son anniversaire. C'est le cadeau que vous m'avez fait. Vous vous rappelez, vous étiez là pour l'anniversaire, vous aviez fait un cadeau, c'était ça. D'accord, je sais pas.